Bonjour, Bonjour. j'aimerais louer un vélo électrique. Mais avec J'imagine que vous en avez plaisir. quelques-uns. Bah tu vois, une bonne série. Ouais, Vous allez partir plutôt balade, enduro, balade. balade. Alors celui que j'ai dans les mains, c'est le Super. vélo idéal. Vous avez déjà employé l'électrique? Alors un petit peu, ouais. Un petit peu, alors un petit refresh. On a le Bosch, on l'allume devant. Et puis après avec le plus d'assistance, moins d'assistance. Facile. Facile. Ouais. Profitez bien de la balade. Super, merci beaucoup. À tout Alors à à tout à l'heure. l'heure. Au revoir. Merci. La pratique du VTT électrique explose partout en Suisse. Pour les stations, cet engin permet une véritable révolution du tourisme estival. On va essayer de comprendre pourquoi avec notre invitée. Elle est spécialiste vélo et randonnée à Valais Valise Promotion. Nancy Pellissier, bonsoir. Bonsoir, Merci d'être avec nous en mouvement dans ce panorama magnifique. avec grand plaisir. Alors, comment est-ce que cette explosion des ventes d'e-bike ou de la pratique du VTT électrique se traduit concrètement dans la réalité ici à Verbier? C'est clair, de manière générale, au niveau suisse, on voit qu'il y a un réel boom. D'ailleurs, l'année dernière, l'association Vélo Suisse a publié les chiffres de vente et l'année 2020 a été l'année de tous les records. Et le grand gagnant finalement de cette année, c'est vraiment l'e-bike avec une augmentation des ventes de quasi 30%. Et aujourd'hui, un vélo sur deux qui est vendu est un e-bike. Et concrètement, sur le terrain, vous le voyez comment? Il y a plus de pratiquants, plus d'offres aussi liées à l'e-bike? Exactement, donc de plus en plus de pratiquants un peu partout en Valais. On voit que finalement on a en Valais une infrastructure de base qui sont les routes 4x4, les sentiers, qui est une superbe infrastructure. À cela s'ajoutent tous les prestataires touristiques, donc comme les bike hotels, les bike guides ou encore les bike shops. Et là on voit qu'il y a vraiment cette émulation, il y a de plus en plus de gens qui proposent des offres vélo électriques, notamment je pense à l'e-bike festival ou encore à des offres touristiques guidées. Il y a des guides qui proposent des cours de pilotage pour l'e-bike. Et nous, finalement, c'est ça qui nous permet de communiquer aux bikers les meilleurs produits à faire en e-bike. On sait Verbier joue à fond la carte du vélo électrique. Comment ça se passe dans d'autres stations? Est-ce qu'on sent aussi cette même émulation? Clairement, je pense qu'il y a de plus en plus de prestataires qui offrent du vélo électrique. Et en Valais, on a vraiment un terrain montagneux propice à la pratique de l'e-bike. On a des routes qui mènent à des buvettes d'alpage, qui mènent à des cabanes de montagne ou à des restaurants d'altitude. Et finalement, l'e-bike permet à des gens, un large public, de pratiquer l'e-bike pour profiter de la nature. Pourquoi est-ce que finalement, avec le VTT électrique, on parle de révolution pour le tourisme estival, alors qu'il y a d'autres activités qui sont déjà implémentées et qui n'ont peut-être pas eu ce même effet? C'est clair, la randonnée reste quand même l'activité majeure pratiquée par les Suisses, mais je pense que l'e-bike amène une révolution dans le sens où il touche un large public. Donc autant le sportif qui désire faire une autre pratique de son sport, que des amateurs qui aiment être en nature et qui veulent le pratiquer différemment. Donc finalement, l'outil rend possible la pratique à tout à chacun. L'envers du décor, c'est qu'il y a davantage de monde en montagne pour profiter des beautés de la randonnée et des sentiers pédestres. La cohabitation entre randonneurs et passionnés de VTT n'est pas toujours évidente sur les chemins jaunes et les frictions ne datent pas d'hier, comme en témoigne ce reportage tourné en août 2019. On pourrait être dans une publicité pour VTT destinée aux sportifs aguerris. Il n'en est rien. Depuis que le vélo tout-terrain est devenu électrique, débutants ou experts du guidon peuvent gravir sans souffrir les sentiers de montagne. Sylvain est guide VTT à Verbier. Pour la saison d'été, il s'est spécialisé dans l'accompagnement du vélo en montagne. Ce matin, il a rendez-vous avec Justine et Moussa pour une journée d'initiation au VTT électrique. Enchanté. Salut. Alors on va passer dans le magasin. Ça marche, on te suit. Première étape, s'équiper, on pousse la porte d'un magasin spécialisé. Bonjour. Enchanté. Vélo électrique alors, déjà fait? Non. Jamais? Pas. Alors parfait. Finalement, un vélo électrique, ça reste à la base un vélo. Donc ça fonctionne exactement comme un vélo traditionnel avec des vitesses derrière. Ça, on doit souvent le réexpliquer aux gens de ne pas oublier d'employer les vitesses.
Et puis sinon, au niveau du fonctionnement, c'est tout simple. On a un bouton on-off, et puis après, on a un bouton plus-moins qui va permettre d'augmenter ou de diminuer l'assistance qu'on veut. Si ces vélos disposent d'une assistance, ils ne sont pas pour autant réservés aux sportifs amateurs. Diminuer gentiment pour toi. C'est un vélo qui s'adresse vraiment à tout le monde, aux cyclistes, non-cyclistes, sportifs et pas très sportifs. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la personne peut faire autant d'efforts en vélo électrique qu'en vélo non électrique. Donc j'ai pris les cartes de la région. Avec Sylvain, leur guide, Justine et Moussa choisissent un itinéraire adapté à leur niveau. Oui. Pour une journée accompagnée, il faut compter 200 francs pour le guide et 80 francs pour la location du vélo. Voilà, alors on se met en selle, on y va. De la théorie, on passe à la pratique. Il faut quelques tours de pédale pour être à l'aise avec la gestion des différents modes d'assistance. Ouh. Et ça marche bien, même en mode tour, hein? C'est le plaisir à la montée comme à la descente. Avant, on se disait que c'était 1 heure à serrer les dents pour arriver en haut, et puis après, on aurait un quart d'heure incroyable de descente. Et puis maintenant, c'est devenu 1h30 de plaisir où on fait monter, descendre avec le sourire. Et ça permet aussi de ne pas être trop dans la souffrance pendant la montée. On peut discuter, on peut échanger. On a une belle vue sur le massif de Trien. Ah ouais? Ça se dégage. À Verbier, le développement du IVTT, on y croit. La commune a déjà installé une dizaine de bornes de recharge réparties sur le domaine. L'explosion de ce nouveau sport est une aubaine pour les stations de montagne qui cherchent par tous les moyens à développer leur offre d'activités durant la saison d'été. C'est un objectif tout d'abord de politique touristique communale, d'avoir une station qui tourne 10 mois sur 12. C'est une politique qui est très importante pour nous pour le développement de notre produit été. Donc oui, la commune se donne les moyens de ses ambitions. Le trend est en marche et nous, on l'a vu arriver puisqu'on est beaucoup sur le VTT depuis déjà une dizaine d'années. Donc on a vu le trend arriver et on voit que ces dernières années, il y a vraiment une explosion qui n'est pas de notre fait, qui est juste du fait de la demande de la clientèle et puis de l'offre qui est là au niveau des fabricants de VTT. Et puis on se met sur les pédales. Ok. On fait un peu aller le vélo à gauche, à droite en danseuse. Ah ouais, ça fait. Avec le succès du VTT électrique, on s'attend à voir de plus en plus de cyclistes emprunter les sentiers de randonnée. Ces vélos sont bridés à 25 km/h. Ils ne sont pas considérés comme des véhicules motorisés et peuvent emprunter tous les chemins. La cohabitation avec les marcheurs demande quelques précautions. On part du principe que le piéton est prioritaire. Donc c'est au vélo de contrôler sa vitesse et de pouvoir s'arrêter à temps pour croiser le piéton. Donc ça, en général, ça se passe très bien et il faut être prudent, surtout dans les chemins étroits, je dirais. D'autres règles de respect, de courtoisie et c'est vraiment du bon sens des gens et des utilisateurs. Merci. Madame. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes une randonneuse? C'est ça, oui. Voilà. Et comment se passe la cohabitation avec les VTT électriques? Oh, ici à Verbier, je trouve que ça se passe assez bien. De toute façon, on est un peu conscient qu'il peut y avoir des vélos aussi. Donc, Vous pensez qu'il y a assez de place pour tout le monde? je pense qu'il y a assez de place pour tout le monde. Ça n'empêche pas qu'ils mettent encore quelques pistes exprès pour les VTT. Ça serait bien aussi. Alors la cohabitation, c'est quelque chose d'un petit peu délicat. Dans l'ensemble, je dirais par rapport à la fréquentation, ça se passe plutôt bien. Maintenant, c'est vraiment une histoire d'éducation, de poser des règles, de les communiquer clairement et puis surtout de voir l'évolution. Avec l'e-bike, on va pouvoir aller plus loin, on va peut-être aller plus haut. On ne sait pas exactement où les gens vont se déplacer. Donc l'idée, c'est vraiment d'observer tout ça et puis d'adapter vraiment le produit en fonction. Partager les sentiers avec ces nouveaux VTT, qu'en pensent les associations de randonneurs? Adèle Torrance, la conseillère nationale verte, est aussi vice-présidente de Suisse Rando, l'association qui gère les sentiers pédestres du pays. À Suisse Rando, on s'intéresse à ce thème depuis plusieurs années. La question n'est pas pour nous d'interdire l'accès des VTT à nos chemins de randonnée, mais de trouver les moyens d'assurer une coexistence pacifiste entre les usagers des vélos et les randonneurs qui peuvent d'ailleurs être parfois les mêmes personnes. Mais je pense que si les usagers de la nature continuent à profiter d'elle, à l'apprécier, à l'aimer, tout en la respectant et notamment en restant dans les chemins, je pense que c'est une activité qu'il faut encourager. Une dernière pause pour Justine et Moussa avant d'achever leur parcours.
En une demi-journée, grâce à leur VTT électrique, ils ont pu gravir sans effort ou presque près de 500 mètres de dénivelé. Impression sur cette première sortie. Ça reste du vélo normal, il faut quand même pédaler, mais on a ce petit plus qui vient nous donner un petit peu plus d'énergie et c'était une belle expérience, surpris en bien. C'est du plaisir pur de justement se laisser porter, de pouvoir profiter de l'environnement, de pouvoir profiter de faire du sport sans être dans la douleur ou dans la souffrance, juste sentir un peu les muscles qui travaillent, pouvoir profiter aussi des descentes, donc un peu d'adrénaline, c'est une expérience que je recommande à tous. Nancy, ce genre de signalisation, c'est ce qui favorise une bonne cohabitation? Voilà, exactement. Donc là, on est vraiment sur un exemple concret de mesures de communication qui ont été mises en place par la destination, à savoir d'informer autant le biker que le randonneur qui sont sur des sentiers partagés. Donc à l'entrée des chemins, au sommet et à l'arrivée, il y a ces panneaux qui sont placés, tout en sachant que la personne est quand même responsable de ses propres actes. Et nous, à l'échelle du Valais, l'idée c'est de mettre en avant cette communication positive autour de la coexistence. Et on a d'ailleurs développé un panneau commun pour l'ensemble du Valais, libre après à chaque destination ou commune de l'utiliser. Le message, c'est vraiment de dire que finalement, la montagne est vraiment un plaisir qui se partage. Et là, on a un autre chemin où là, carrément, les vélos sont interdits. Exactement, donc on est dans un cas où c'est un bis qui est fortement parcouru aussi par les randonneurs. Donc là, la mesure a été d'interdire la pratique du VTT à cet endroit. L'idée, c'est vraiment aussi d'organiser la pratique pour que la cohabitation se passe au mieux. Après, nous, à l'échelle cantonale, on veut vraiment développer cette communication positive autour de la coexistence. On va lancer dès l'année prochaine une campagne de sensibilisation auprès des randonneurs et auprès des VTTistes pour que finalement tout se passe en harmonie. Alors, avec l'explosion du nombre de pratiquants de VTT, est-ce que cette cohabitation parfois fragile ne va pas forcément s'empirer? Non, c'est clair, on a une augmentation des pratiquants, mais je pense que la grande majorité de ces pratiquants vont utiliser, dans la plupart des cas, des routes 4x4, où là, on n'a pas, voire peu de soucis de cohabitation. Après, pour ce qui est des sentiers, c'est sûr qu'il y a un élément clé, c'est la communication. Donc, c'est-à-dire qu'il faut autant du côté du biker que du randonneur informer les gens qui sont sur des sentiers partagés. Au final, qui c'est qui est prioritaire sur ces sentiers-là? Alors, clairement, la priorité est donnée aux piétons. Donc, le VTTiste doit adapter sa vitesse, ralentir au besoin, se mettre de côté. Et puis, dans certaines situations, peut-être le randonneur pourra juste se mettre de côté du chemin pour laisser passer le VTTiste. Mais est-ce qu'on pourrait arriver à un cas extrême où finalement, on aurait des sentiers interdits pour l'un ou pour l'autre? Alors dans certains cas extrêmes, oui, je pense, mais l'idée c'est vraiment favoriser cette coexistence. On estime qu'en Valais, il y a la place pour ça. Maintenant, sur des sentiers peut-être trop fréquentés par les marcheurs, peut-être là, la solution, ça serait l'interdiction. Mais honnêtement, dans la majorité des cas, la cohabitation peut être favorisée. Merci beaucoup. Alors beaucoup de plaisir cet été, à pied ou à vélo? Exactement. En 2020, il ne s'est jamais vendu autant de vélos et de vélos électriques en Suisse. Une partie de ces vélos est fabriquée au Portugal, dans ce qu'on appelle la Bike Valley. Là-bas, une centaine d'entreprises s'est installée au nord de Porto pour s'occuper uniquement de la petite reine. Visite guidée de cette Silicon Valley du vélo, signée Jean Gordillon. C'est un grand bol d'air en pleine pandémie. Fini les bus et les métros bondés. Les vélos ont pris d'assaut les pavés de nos villes. Et Porto n'échappe pas à la règle. Comme chaque matin, Luis Felipe s'apprête à se rendre au travail à bicyclette. C'est plus facile, plus économique et plus agréable. Plus agréable parce que je ne suis pas enfermé dans ma voiture à subir les bouchons. Je suis toujours en mouvement. Ce nutritionniste fait partie de la communauté cycliste de Porto. Ces derniers mois,
le nombre d'adeptes de la petite reine a bondi. Il y a plus de cyclistes et de tous les profils. Avant, c'était surtout des hommes dans la trentaine, mais maintenant, on voit des gens très différents qui prennent leur vélo tous les jours. C'est merveilleux ici, on a plus de 270 jours de soleil par an. Alors c'est plus facile pour rouler à vélo. Le vélo de Luis Felipe a été fabriqué à quelques kilomètres de là. Entourée par des forêts d'eucalyptus, cette vallée concentre la plus grande production de vélos d'Europe. Et voici le géant du secteur. Sur les chaînes de montage de RTE, 6500 vélos sont assemblés chaque jour. Mais en mars 2020, avec le premier confinement, RTE doit fermer ses portes. Bruno Salgado, le directeur, a dû renvoyer ses 800 employés chez eux, la mort dans l'âme. Personne ne savait trop ce qui allait se passer, si on réussirait à vendre nos vélos ou pas. Parce qu'en Europe, toutes les boutiques étaient fermées et nous, on a fermé 2 mois. À partir de mi-avril, on s'est rendu compte que les clients continuaient à acheter beaucoup de vélos. Pas dans les magasins qui étaient toujours fermés, mais sur Internet. À l'autre bout de l'usine, l'activité la plus prometteuse, les bicyclettes électriques. Le processus de fabrication est plus complexe et requiert une main-d'œuvre qualifiée. Ce savoir-faire et des salaires moins élevés qu'ailleurs en Europe ont fait le succès des fabricants portugais. Je finis de nettoyer le vélo. Je l'ai contrôlé et tout est parfait. Ce nouveau modèle a été pensé pour un marché bien particulier. On va le commercialiser en Suisse. C'est un marché très important pour nous parce que les clients aiment les produits de grande qualité. On a commencé à vendre nos vélos en Suisse grâce à un intermédiaire et les ventes ont tout de suite décollé. Et on en vend toujours plus. Pour répondre à la demande, RTE va tripler sa production de vélos électriques d'ici la fin de l'année. Dans la vallée, la petite reine fait vivre 8000 salariés. Mais dans les années 90, cette industrie a failli disparaître avec la concurrence chinoise, jusqu'à ce que l'Union européenne vole au secours des vélos portugais. Grâce aux mesures anti-dumping, les vélos produits au Portugal ou ailleurs en Europe sont devenus compétitifs sur le marché. Avant d'être lancés sur le marché, les vélos portugais subissent une centaine d'épreuves à haut risque. Seuls les matériaux les plus robustes et les freins capables de résister aux intempéries passeront le test. Ici, vous êtes dans le laboratoire d'Abimota. On y vérifie que les vélos sont conformes aux normes européennes pour que le consommateur puisse les utiliser en toute sécurité au quotidien. Et les vélos électriques n'échappent pas à la règle. Ça représente quoi cette courbe verte? Ce sont des données liées à la batterie. Sa température? Non, la puissance de la batterie. Quand on atteint un certain niveau, le système se coupe par sécurité. Les moteurs de vélos électriques sont bridés. Ils ne peuvent pas dépasser les 25 km/h. On vérifie qu'ils s'arrêtent avant de dépasser cette vitesse. À coup d'innovation, les vélos portugais font la course en tête. Cette usine futuriste abritera bientôt le plus grand fabricant européen de cadres en fibre de carbone. Emre Özgüneş a un objectif, d'ici 3 ans, atteindre une production annuelle de 25 000 cadres. Son atout, un produit ultra résistant et 2 fois plus léger qu'une bouteille d'eau. On a déjà les composants pour cette partie du cadre? Oui, regardez. C'est l'un des cadres les plus légers du monde. Il ne pèse que 775 grammes. Mais c'est vrai qu'il est un peu lourd si on le tient avec un doigt. Emre Özgüneş nous dévoile ses secrets de fabrication.
Tout commence dans ce grand cube blanc. Dans cette chambre froide, on range notre matière première, la fibre de carbone. On doit la conserver à de très basses températures pour préserver ses qualités. Une fois décongelée, la fibre de carbone est découpée au laser par ce robot. « 140 pièces sont nécessaires pour façonner un cadre. Commence alors un puzzle minutieux. Contrairement à ceux fabriqués en Asie, ces cadres sont faits d'une seule pièce. Ils sont ainsi plus résistants, mais beaucoup plus complexes à fabriquer, car la fibre de carbone est collante et difficile à manipuler. Si on commet la moindre erreur à cette étape, on ne pourra pas la réparer dans les étapes suivantes. C'est ici que tout se joue. Si le cadre finira par rouler, ou s'il ira à la poubelle. Pour atteindre leur résistance maximale, les cadres sont enfournés 3 heures à 200 degrés et sous très haute pression. Machines, main-d'œuvre, 8,5 millions d'euros ont été investis dans le projet Carbon Team. Dans les prochains mois, l'entreprise va recruter 120 salariés. Dans la région, beaucoup d'entreprises d'autres secteurs ont fermé ou s'apprêtent à licencier à cause du Covid. Alors notre implantation dans la région suscite beaucoup d'espoir parce qu'on envisage d'embaucher beaucoup de monde. Ces cadres ultra légers sont de grands voyageurs. 100% de la production de Carbon Team partira à l'export et ce n'est pas une exception dans la Bike Valley. Car si le Portugal est un géant de la production, seuls 10% de ces vélos roulent sur les routes du pays. Mais dans les boutiques spécialisées, on assiste à une petite révolution culturelle. Miguel vendait ses vélos à des passionnés. La pandémie lui a amené de nouveaux clients. Ici, le pouvoir d'achat est plus faible qu'ailleurs en Europe. Mais on investit beaucoup dans les voitures. Beaucoup de Portugais achètent leurs voitures comme s'ils achetaient une maison. Mais au cours de cette année, les choses ont évolué. Maintenant, c'est devenu courant de s'arrêter à un feu rouge aux côtés de 4 ou 5 autres cyclistes. Pour permettre à ces nouveaux cyclistes de rouler en toute sécurité, la mairie de Porto a multiplié le nombre de pistes cyclables par 2 en un an. Après 10 minutes de trajet, Luis Felipe, notre cycliste, arrive au bureau. Je me sens beaucoup plus en forme. C'est beaucoup plus sain et moins stressant. Maintenant, je recherche ces moments. Quand je vais au travail et quand j'en reviens à vélo, c'est comme une libération pour mon esprit. Une thérapie sur 2 roues qui a de beaux jours devant elle. Le gouvernement portugais s'est donné pour objectif de multiplier par 15 le nombre de trajets à vélo dans les 10 prochaines années.